pense que des histoires, c'est fait pour s'endormir. Mais lui, Rabbi Nachman, il croit que des histoires, c'est fait d'abord pour se réveiller du sommeil. C'est comme ça qu'il dit. Donc on va décider j'ai décidé qu'on va parler ce matin de quelques personnages. On va parler un peu plus des histoires. Et c'est ce que aujourd'hui on parle du sujet de Jérusalem. Et Jérusalem, c'est un sujet tellement grand et tellement profond et tellement important. Et je me suis dit que peut-être on va essayer par un petit voyage entre quelques époques et quelques personnages, on va essayer de toucher Jérusalem par le cœur de personnages qui habitaient ou qui vivaient ou qui avaient un lien unique avec Jérusalem. Je rajoute aussi qu'il y a un passouk à Ishaïaou qui dit Dabrou al lev Yerushalayim. Il faut parler au cœur de Jérusalem. Donc apparemment peut-être aussi Jérusalem a un cœur, donc on va essayer de toucher peut-être un peu le cœur de Jérusalem à travers des différents personnages. Donc on va commencer avec le premier personnage. J'ai ici aussi une petite photo. Le premier personnage qu'on va connaître, c'est quelqu'un qui n'est pas très connu, mais qui est lié de manière très très importante avec Yerushalayim. Et il s'appelle Abraham Michael Kirschenbaum. Abraham Michael Kirschenbaum, c'est un jeune qui est né en 1925. Il est né à Jérusalem, dans un quartier qui s'appelle Yemin Moshe. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un quartier qui se trouve en face, la vieille ville en face des murailles. C'est un quartier qui a été créé, c'est le premier quartier en fait qui a été créé en dehors des murailles en 1860 par Moshe Montefiore, tout ça, mais on ne va pas parler de ça. Donc Abraham Michael Kirschenbaum est né là-bas à Yemin Moshe et il grandit là-bas. Et quand il est déjà jeune, on est en 1930, 1900, un peu plus tard, et c'est le mandat britannique qui domine en Israël. Okay, donc Israël est sous le mandat britannique, et il va décider de rejoindre l'organisation clandestine, la Haganah. Okay, comme on sait, il y avait 3 organisations clandestines essentielles en Israël, la Haganah, le Etzel, en français on dit le Irgun, et le Lehi. Okay, donc il a rejoint l'organisation de la Haganah. Et il était un commandant, il a très très bien réussi, il a appris aussi à tirer à la mitraillette, au Bren ça s'appelait, la sorte de mitraillette, et il était très très bien, voilà. Pendant ce temps-là, ce qui se passe, l'événement très très important qui se passe, c'est l'événement qui se passe le 29 novembre 1947, qui est en fait la décision à l'ONU du partage. Ça veut dire qu'ils décident à l'ONU que dès que le mandat britannique va se terminer en Israël, sur la terre d'Israël, la terre sera partagée en deux, une partie pour les Arabes, pour un État arabe, et une partie pour un État juif. Okay, et c'est en fait après cette décision-là qui éclate la guerre de l'indépendance. Okay, des fois on pense que la guerre de l'indépendance a commencé le lendemain de la décision de David Ben Gurion de la Khazat Atzmaout, le Hey des Gars, ce qu'on a fêté Yom Atzmaout, mais en fait ça commence bien avant. Okay, ça commence en marche le lendemain du 29 novembre 1947. Et cette guerre éclate, la guerre de l'indépendance, et on a 150 familles qui habitent dans ce quartier-là de Yemin Moshe. 150 familles, et au prochain c'est des familles avec beaucoup d'enfants et une grande partie de familles religieuses. Et on a seulement 3 mitraillettes qui protègent tous ces 150 familles-là avec tous les enfants. Okay, et on a un commandant, c'est pas Abraham Michael Kirschenbaum, mais Abraham Michael, c'est le numéro 2 du commandant. Et ce qui se passe en fait, c'est que Lamed Shvat, le jour de Lamed Shvat 1948, c'est en février 1948, il y a tout d'un coup 300 Arabes qui commencent à se précipiter de Arzion qui se trouve en face de Yemin Moshe. Ils se précipitent et ils commencent à courir pour en fait conquérir le quartier de Yemin Moshe. Et en fait, on dit que c'est le premier grand combat qui s'est passé pendant cette guerre-là. Ça veut dire que c'est la première fois où il y avait un combat préparé qui se passe et ils essayent de conquérir ce quartier-là de Yemin Moshe. Abraham Michael, qui n'est pas exactement le commandant, mais en fait, il est un peu oui le commandant, il commence à courir entre les différentes positions. Il y a différentes positions sur les toits de ce quartier-là et ils vont essayer, les peu de combattants qui sont là, ils vont essayer d'arrêter cette attaque-là. Un moment, Abraham Michael va arriver sur un des toits, sur une des positions, et le combattant qui est là-bas, j'ai oublié de dire juste qu'il est né en 1925, Abraham Michael il a 22 ans, il a que 22 ans. À un moment, le combattant qui est sur cette position-là à laquelle Abraham Michael arrive, il lui dit, regarde, ce que je vois, c'est que les Arabes, ils commencent à arriver vers l'entrée du nord du quartier. Et Abraham Michael Kirschenbaum réalise que le nord du quartier, ça veut dire qu'il s'approche des Ganei Eladim,
de là où il y a les plus petites classes des enfants qui sont là-bas en train d'être au GAN. Donc il comprend qu'il n'a pas beaucoup de temps, mais il doit arrêter. La deuxième chose qu'il réalise, c'est qu'ils arrivent, ces dizaines ou des centaines d'Arabes ils arrivent avec du pétrole et avec du tissu. Pour faire quoi? Il comprend très vite qu'ils vont essayer de brûler. Ils vont essayer tout simplement de brûler le quartier avec les habitants. Donc il n'a pas beaucoup de temps pour réagir. Il va prendre une décision et il va réussir. Il va tirer avant que les Arabes s'approchent. Ils sont en route. Il va réussir à tirer exactement sur le pot, c'est pas le bon mot, mais de pétrole, et ça va exploser, et les tissus vont prendre feu, et ça se passe avant qu'ils sont arrivés au quartier. Donc ça veut dire que les Arabes, le feu commence, et ils vont commencer à s'échapper. Ça veut dire en fait qu'Abraham Michael Kirschenbaum, tout seul, avec sa mitraillette, il a réussi d'arrêter une attaque d'une dizaine, peut-être une centaine d'Arabes qui venaient conquérir Yemil Moshe. L'histoire ne termine pas ici. Abraham Michael prend quelques minutes pour se respirer, il se met debout, il essaye de reprendre souffle après les moments dramatiques qui ont eu lieu maintenant. Et là, je vous rappelle, on est sous le mandat britannique et pas loin de Yemil Moshe, il y a l'hôtel King David. J'imagine que peut-être vous connaissez. Et l'hôtel King David, il est au mandat britannique. Et pendant tout ce temps-là, il y a les Britanniques qui ont tout observé, qui ont tout vu, mais ils ont décidé de ne pas intervenir. Ça veut dire qu'ils ont vu tout ça, ils étaient là. Le moment où ils vont décider d'intervenir, c'est le moment où Abraham Michael va se lever pour respirer 2 minutes. Et c'est là qu'il y aura un sniper britannique qui va tirer une balle sur Abraham Michael. Abraham Michael va dire « je suis blessé ». Et là maintenant, il se trouve avec le combattant, il y a une mitraillette, il y a Abraham Michael qui est blessé et il faut prendre le brancard. Mais si vous connaissez le quartier de Yemil Moshe, il est plein d'escaliers, donc c'est pas très simple de prendre une mitraillette et une brancard et tout ça. Donc il dit, Abraham Michael dit, pas de problème, moi je vais prendre la mitraillette, toi tu prends le brancard, on va monter et je vais me débrouiller. Ils arrivent en haut du quartier, là-bas ils ouvrent le brancard et Abraham Michael il peut s'allonger sur le brancard. Et ils attendent beaucoup de temps l'ambulance. Il y en a qui disent aussi que là aussi les Britanniques ont essayé de retarder un peu tout ça. Et au moment où l'ambulance arrive, il y a un autre sniper britannique d'un autre bâtiment qui est exactement en face de l'entrée de Yemil Moshe, qui va tirer encore une fois sur Abraham Michael, et là il va le blesser gravement. Et là, Abraham Michael va dire ces derniers mots, Arshav Nafalti. Maintenant, je suis tombé, maintenant je sens que je suis vraiment blessé. Ils vont prendre Abraham Michael à l'hôpital et pendant 2 jours, ils vont essayer de se battre pour qu'il réussisse à vivre, mais malheureusement, il est décédé 2 jours plus tard, Beth Hadar Aleph, 1948. Abraham Michael, c'est le premier personnage que je décide qu'on prenne pour parler de Jérusalem. Après qu'il a été enterré, Menachem Begin, qui était le dirigeant du Irgun, du Hetzel, a dit allié entre Abraham Michael, qui est un héros, avec un autre héros qui s'appelle Yosef Trumpeldor. J'imagine que vous avez entendu parler de Tetraï. Il a dit les deux, ils sont les mêmes héros. Pourquoi? Parce que les deux, ils ont dit En Davar, c'est pas grave. Trumpeldor, il a dit ça 28 ans plus tôt. En Davar, Tov Lamut Be'adam. Si déjà mourir, c'est déjà mieux de mourir pour notre terre. Et le deuxième, c'est Abraham Michael qui a dit aussi En Davar. Après la première balle qui s'est prise, il a dit En Davar. C'est pas grave, on va réussir, on va continuer. Ça, c'est le premier aspect de Jérusalem que je voulais vous proposer aujourd'hui. Le deuxième aspect, c'est Reb Aryeh Levi. J'imagine que vous avez entendu parler peut-être de Reb Aryeh Levi. Reb Aryeh Levi est né en 1885 en Russie, à côté de Bialystok. En 1905, il décide de faire son aliyah en Israël. Il était un très très grand Talmid Chacham. Il était aussi, entre autres, aussi à la yeshiva de Volozhin. Donc c'est un très très grand Talmid Chacham. On peut parler de beaucoup de choses par rapport à Reb Aryeh. On peut dire que Reb Aryeh Levi, c'était le Tzadik Yerushalmi. On peut raconter que c'était le Mashgiach à l'école, au Talmud Torah et Tzachaim, qui savait exactement ce qui se passe et ce qui dérange ces jeunes élèves. Il avait le sentiment et le regard et l'écoute. On peut raconter sur Reb Aryeh Levi qui a refusé d'être le rabbin des prisonniers, c'est-à-dire des prisonniers des Martarot. Mais pourquoi est-ce qu'il a refusé? Pas parce qu'il ne voulait pas, parce qu'après, en effet, c'est lui qui était, mais il a refusé parce qu'il a dit je ne suis pas d'accord de recevoir de l'argent du mandat britannique pour une mitzvah, je ne suis pas d'accord d'être payé. Donc c'est pour ça qu'il n'était pas d'accord de signer le contrat avec le mandat britannique, mais en effet, c'est lui qui va venir, qui va passer entre les différentes prisons,
qui va visiter les prisonniers qui sont les héros des Martharos, des clandestins qui se sont battus pour l'État d'Israël. Et c'est lui après qui va se balader entre les différentes maisons à Jérusalem pour tenir au courant les parents et leur dire « Je sais que vous êtes inquiets, que ça fait des jours ou des semaines que vous n'avez pas eu des nouvelles, mais j'ai vu votre fils, j'ai vu votre fille et tout va bien et tout ira bien. » Donc on peut parler de tout ça, mais j'ai décidé de ne pas parler de tout ça. Et je vais vous raconter deux petites histoires de Reb Aryeh Levin que je pense aussi qui nous lie aussi à Jérusalem et à ce personnage. Alors la première histoire, c'est une histoire qui raconte Chaim Be'er. Chaim Be'er, aujourd'hui, c'est un très grand écrivain israélien, très connu. Mais lui, en fait, il a grandi dans le même quartier que Reb Aryeh Levin. Et en tant qu'enfant, il le connaissait très bien. Et un jour, il raconte qu'il a osé poser à Reb Aryeh Levin une question qu'il a travaillé très longtemps. Il a dit, est-ce que c'est vrai, il a posé la question à Reb Aryeh, il a dit, Reb Aryeh, est-ce que c'est vrai ce qu'on dit de toi? Est-ce que c'est vrai que tu fais partie des 36 tzadikim? Parce qu'on a une massorette qui dit que le monde existe grâce à 36 personnes, 36 tzadikim cachés. Ça veut dire chaque moment, aujourd'hui, on a entre nous 36 tzadikim, que c'est eux qui tiennent le monde. Grâce à eux, le monde tient. Donc Chaim Be'er, le jeune Chaim Be'er, a posé cette question-là parce qu'on disait que Reb Aryeh, c'est sûr qu'il fait partie des 36. Et Reb Aryeh Levin regarde ce petit enfant qui a osé lui poser la question et il lui fait un grand sourire et il lui dit « Des fois, je fais partie des 36 et des fois non. » Et dans cette réponse-là, Reb Aryeh Levin lui a expliqué que chacun de nous peut faire partie de ces 36 tzadikim istarim. Ça veut dire, à un moment, c'est une personne qui a fait quelque chose, qui est sortie d'elle-même pour faire quelque chose à quelqu'un d'autre, et à un autre moment, ça va être quelqu'un d'autre qui va le faire. C'est pas un job pour la vie que tu es un tzadik parmi les 36 tzadikim istarim. Mais chacun de nous va être un de ces 36 tzadikim. Et la deuxième histoire, la dernière histoire sur Reb Aryeh Levin, comme je vous ai dit, il était mashgiach dans l'école, dans le Talmud Torah Etz Chaim. Donc il connaissait beaucoup d'élèves, donc il y a beaucoup d'élèves qui passaient sous Reb Aryeh Levin, qui connaissaient très bien. Et un jour, Reb Aryeh Levin, puisqu'il marchait beaucoup à Jérusalem, il connaissait bien toutes les petites rues, un jour Reb Aryeh Levin se balade dans une petite rue et il voit un ancien élève qui passe devant lui. Et Reb Aryeh Levin, encore quelque chose qui était très, voilà, qui faisait partie de lui, c'était toujours le premier qui disait bonjour. Comme nous dit Masechet Avot, tu dois être toujours celui qui dit le premier bonjour. Donc Reb Aryeh Levin, c'était toujours celui-là qui disait le premier. Donc Reb Aryeh Levin capte qu'il y a son ancien élève qui essaye de l'éviter. Et Reb Aryeh Levin va l'arrêter et lui dire « Tout va bien, comment ça va, bonjour, pourquoi est-ce que tu as essayé de m'éviter, qu'est-ce qui se passe, tout va bien ?» Et l'élève le regarde comme ça et le mec, c'est la honte et pour lui, il ne savait pas, il lui dit « Bon, désolé, oui, Reb Aryeh, ouais, je vous ai vu, mais malheureusement, je ne me balade plus avec la kippa depuis quelques temps et je ne voulais pas vous faire de la peine. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de vous éviter. » Et Reb Aryeh Levin a serré sa main à la main de son élève, comme il savait, ça aussi c'était un des choses que Reb Aryeh savait faire. Il a tenu sa main, il l'a regardé dans les yeux et il lui a dit « Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que Dieu m'a créé petit de taille ?» Parce qu'il était petit de taille. Et il lui a dit « Dieu m'a créé petit de taille pour que je vois jusqu'à la hauteur du cœur. Tout ce qu'il y a en plus haut, plus bas, ça m'intéresse pas. » Alors ça c'est la deuxième histoire sur Reb Aryeh Levin, et ça c'est encore un aspect de Jérusalem que je voulais vous proposer. Le troisième personnage, ok. Le troisième personnage, je vais faire sur vitesse 2, comme on fait au WhatsApp, même que je parle vite, tu le sais. La troisième personnage, parce que quand même aussi c'est une femme, c'est aussi important. Alors elle c'est Nechama Leibovitch. J'imagine peut-être que vous avez aussi entendu parler. Nechama Leibovitch est née en 1905 en Russie. La petite sœur de Ishayahu Leibovitch. Quand ils étaient jeunes, ils apprenaient à la maison. Ils avaient des profs privés qui venaient à la maison. Encore quelque chose d'intéressant, c'est que leur père leur parlait en hébreu. Ok, 1905, c'est-à-dire, je vous dis, c'était vraiment exceptionnel. Quelques années plus tard, ils vont passer en Allemagne. Là-bas, c'est aussi là-bas que Nechama va commencer à apprendre à l'université. Et elle aura aussi, à l'âge de 25 ans, elle va devenir docteur dans tout ce qui est le Mikra, donc docteur en Bible. Ok, donc voilà. À l'âge de 25 ans, après qu'elle est devenue docteur, elle va faire son aliyah avec son mari en Israël. Nechama Leibovitch arrive en Israël, elle va commencer à enseigner. Elle a commencé déjà en Allemagne,
mais en Israël, elle va commencer à enseigner dans différents endroits. Elle va enseigner le Tanakh, la Bible, elle va enseigner la méthodique, la didactique, etc. Plus tard, elle va devenir aussi professeure. Mais tout le temps, elle demandait, si on lui demandait comment te dire, comment te présenter, toujours elle a dit, présentez-moi en tant qu'enseignante, pas professeur, pas machin, enseignante, c'est ça ce que je suis. Ce qui est très 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 spécial avec le Nechama, c'est qu'en 1942, elle enseignait un groupe de jeunes filles. Elles ont terminé dans un cadre d'un séminaire. À la fin de l'année, les filles ont dit, on a tellement profité avec toi, on a tellement appris avec toi, s'il te plaît, on veut continuer à garder le contact avec toi, on veut continuer à apprendre de toi encore des choses. Mais Rama leur a dit, ok, si vous êtes sérieux, si vous voulez, pas de problème. Et c'est là qu'elle va commencer, ce qui va devenir plus tard un énorme projet, qui s'appelle les guillionotes, ok, les feuilles, mais les guillionotes c'est un concept, les guillionotes de Nechama. Elle va commencer un projet qui va durer après 30 ans, dans lequel chaque semaine, elle envoie des feuilles, des guillionotes, avec des questions sur le parachat de Shavua, sur la parachat de Shavua, et aussi sur les commentaires. Ça veut dire que pendant 30 ans, chaque semaine, Nechama écrit des questions, pose des questions sans les réponses. Okay, elle envoie à ses élèves. Au début, ça va être ce groupe de filles. Après, ça va s'élargir. Ça va être en Israël, partout en Israël, mais pas que en Israël. Ça va être aussi en Khoul. Et ce qui est beau, c'est que c'est pas seulement qu'elle s'est cassé la tête, elle a posé des questions et les commentaires et tout ça. Mais chaque personne qui lui a répondu, qui lui a envoyé Khazara, le Gilayon avec les réponses, elle passait feuille par feuille et elle répondait. Elle écrivait avec son stylo rouge, des fois elle grondait, des fois elle félicitait, mais elle donnait des réponses à chacun. Ça veut dire chaque personne qui a pris le temps pour apprendre, pour s'asseoir et pour apprendre à approfondir la Torah, elle recevait une réponse, même si c'était des fois très, très dur. Ça aussi, elle savait le faire. Voilà. Nechama a expliqué, donc ça a duré pendant 30 ans, ça a commencé avec des dizaines, après avec des centaines d'élèves que Nechama avait. Nechama partait aussi chaque endroit, là où on l'invitait, elle venait toujours dans les kibbutzim, dans les villes, dans les petits coins perdus, partout elle venait. Le seul endroit où elle partait pas, c'était pas en dehors d'Israël. Elle n'était pas d'accord de sortir d'Israël. Quand on a posé la question, d'où elle a eu cette idée de créer toute une méthode, une méthode d'étude de la Torah, d'où elle a eu, elle a dit, moi je me base sur la vision qui dit que la Torah, c'est comme une lettre d'amour. Et comme si l'amoureuse reçoit maintenant une lettre d'amour, elle va essayer d'écrypter, elle va essayer de regarder, d'observer chaque mot. Pourquoi est-ce qu'il a décidé de dire ce mot-là, et pourquoi est-ce que là, etc. Elle a lu, elle a vécu la Torah aussi de cette manière-là, et c'est aussi ce qu'elle a transmis à tous ses élèves. Les derniers jours de Nechama, qui est décédé en 1997, donc à l'âge de 12 ans, etc., elle est arrivée à l'hôpital. Elle était à l'hôpital à Jérusalem, Bikur Cholim. Et là, tout le temps, il y avait à côté d'elle quelqu'un, ça veut dire la famille et les élèves, il y avait tout le temps quelqu'un à côté d'elle. Et un jour, l'infirmière demande à une des visiteurs, à une dame qui venait visiter, à une élève, et lui a dit, dites-moi, est-ce que vous êtes tous ces enfants à cette dame-là? Elle lui a dit, ah non, malheureusement, Nechama n'a pas eu des enfants biologiques. Donc non, on n'est pas ses enfants biologiques. Mais pourquoi vous posez cette question-là? Elle a dit, parce que la dame qui est hospitalisée à côté de Nechama est le mère de 6, et elle a peut-être une personne par jour pendant un quart d'heure, mais Nechama, depuis qu'elle est arrivée, il n'y a pas 5 minutes qu'elle est toute seule. Il n'y a pas plus que 5 minutes qu'elle est tout le temps du monde. Et je pense que cette petite histoire-là nous montre à quel point Nechama n'était pas malheureusement mère d'enfants biologiques, mais elle a créé, elle était une mère sur tout ce qui est l'amour de la Torah et l'enseignement et tout ça. Et même ce qu'elle a demandé, qui sera écrit sur sa tombe, c'est un seul mot, et c'est ce qui est écrit aujourd'hui sur sa tombe à Arménie. Enseignante, Mora. Le seul mot qui est écrit sur sa tombe, c'est Mora. Et voilà. Donc, c'est encore un des personnages de Jérusalem que je voulais qu'on rencontre aujourd'hui. Et le dernier personnage, il chantait Maman Shmaï. Hein? Binyamin. Binyamin, c'est où? Il a fait, ok, merci. Alors, le dernier personnage, Maman, très très vite. Je pense qu'il lit un peu et qu'il va nous faire comme ça la clôturation. C'est comme ça. Alors, Benjamin Werzbourger, c'est un jeune qui est né en Hongrie en 1926. Il est né en Hongrie et déjà, quand il était enfant, a éclaté la Deuxième Guerre mondiale, qu'on connaît. On va sauter quelques années. Benjamin a déjà 17 ans. Il pèse 29 kilos et il se trouve dans le camp de concentration Mauthausen, en Autriche.
Et là-bas, il a un de ses travaux. Chaque matin, il doit rentrer dans le bureau du commandant SS et chaque matin, il doit nettoyer ses bottes et nettoyer le bureau. Et chaque matin, il y a le commandant SS qui, plein de haine, lui dit « Vous les Juifs, vous venez de Jérusalem, mais vous savez comment vous allez voir Jérusalem? Vous allez voir Jérusalem par les cheminées. C'est par là que vous allez arriver à Jérusalem. Vous avez des rêves, mais ça ne va pas se réaliser. » Et chaque matin, Binyamin, tellement humilié, il se promet dans son cœur, il dit « Un jour, je vais me venger, au nom de tous les Juifs, à tout ce qu'ils disent. » Baruch Hashem, Binyamin a réussi de survivre la marche de mort et il a réussi de survivre en fait la Shoah. Quelques mois plus tard, il essaye d'arriver en Israël parce qu'il a une promesse qu'il doit réaliser. Et il va essayer d'arriver en Israël et il va monter sur un bateau de Ma'apilim, de la Aliyah clandestine sur les bateaux. Et Mamash, quand il commence à voir déjà les plages d'Israël, les Britanniques l'arrêtent et ils sont envoyés, ils sont expulsés en Chypre. Donc il va attendre là-bas aussi quelques mois. Et plus tard, en 1947, il pourra arriver. Sauf qu'il pourra arriver finalement en Israël et il a une promesse quand même à faire. Donc il va arriver à Jérusalem, il va embrasser le côté de la Maravi, mais l'histoire ne termine pas. Binyamin décide d'habiter à Afula, qui est un peu plus vers le nord d'Israël. Il va fonder une famille, il va prochaine, il aura des enfants, des petits-enfants, etc. Et il prend sa retraite. Et au moment où il prend sa retraite, il dit « Ok, j'ai une promesse que je n'ai pas encore réalisée comme il faut. » Donc il va monter dans le bus, il va arriver à Jérusalem et il va demander de rencontrer le responsable de l'association qui gère le Kotel, à Keren et Moresh à Kotel. Il va demander de voir le directeur et il va pouvoir avoir un rendez-vous avec lui. Il dit « Regardez, je veux travailler ici. Tout ce que vous pouvez me donner, je prends. S'il vous plaît, laissez-moi travailler. » Et le directeur, il dit « Ouais, mais c'est quand même quelqu'un d'un certain âge. Je ne peux pas maintenant lui donner tout ce que je veux. Regarde, c'est vraiment problématique. Je suis désolé, j'ai rien à vous proposer. » Et Binyamin, il insiste, il lui dit « S'il vous plaît, tout ce que vous avez, je veux, je vous demande, je vous en supplie, s'il te plaît. » Et le directeur, il dit « Ok, le mec, il est mal à l'aise. Il dit « Regarde, la seule chose qu'on a, c'est un travail de nettoyage. C'est tout ce qu'on a. Nettoyer les bières du côté. » Binyamin Berzburger est ému terriblement. Il n'y a pas de plus heureux que lui. Et il dit bien sûr Bétar. Et pendant quelques années, chaque matin, Binyamin Berzburger va se réveiller à 5 h du matin, va prendre le bus pour arriver à Jérusalem, pour nettoyer et pour caresser les pierres du côté de la Maravi, pour réaliser la promesse qu'il avait quand il avait 17 ans. On a essayé très vite de toucher un peu le cœur de Jérusalem. C'est ce qu'on a essayé de faire à travers de différents personnages qui ont vécu, qui ont un lien spécial avec Jérusalem. Et j'espère qu'à travers ça, on pourra, même nous, renforcer aussi notre lien avec Jérusalem.